Ah, Gilles Villeneuve, une légende québécoise de la Formule 1. Son coup de volant extra et son caractère très appréciable ont fait de lui une icône du sport automobile. Gilles Villeneuve, c'est une histoire très riche que j'ai déjà traitée sur la chaîne, mais je pense pouvoir faire mieux. Voilà pourquoi je me laisse une deuxième chance de parler de ce pas champion mais victorieux. Joseph Gilles-Henri Villeneuve est né le 18 janvier 1950 à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Il est de nationalité canadienne, mais les Québécois, vous m'avez bien fait comprendre qu'il fallait que je dise québécois. Du coup, Gilles Villeneuve est québécois. D'ailleurs, salut à tous mes abonnés québécois. Bref, Gilles est le fils de Séville et Georgette Villeneuve et il a un frère cadet, Jacques. Gilles s'intéresse très tôt au monde du sport automobile, mais il faut dire qu'il débute très tard, en tout cas vu d'aujourd'hui. Nous sommes à la fin des années 60 et Gilles débute en dragster avec sa Ford Mustang. Mais il arrête vite cette pratique à cause du manque d'argent. Et ouais, le sport automobile ça vaut cher et heureusement Gilles Villeneuve est multitâche. Il sait faire autre chose et il va notamment briller en motoneige. De la fin de son adolescence, donc la fin des années 60 au milieu des années 70, Gilles va remporter plusieurs titres et même un titre de champion du monde en 74. C'est dire qu'il avait un sacré niveau. Et ce sacré niveau lui a permis de gagner sa croûte et il a donc pu financer sa carrière en sport auto. Au début des années 70, il s'inscrit à l'école de pilotage du circuit de Mont-Tremblant, circuit ayant accueilli par 2 fois la Formule 1 en 68 et 70. Et il faut dire qu'en Formule 1, le Canada est très peu représenté côté pilote. Plusieurs pilotes ont fait quelques apparitions sur les événements nord-américains comme Bill Bracke ou Alpine, mais aucun ne s'est installé durablement. Bon, on a quand même George Eaton qui a disputé une bonne partie de la saison 70 avec BRM, mais ça s'arrête là. La plupart des pilotes canadiens évoluent en Amérique du Nord. Gilles débute sa carrière en sport auto en Formule Ford et il décroche le titre de champion du Québec dès sa première saison en 73. Il passe ensuite en Formula Atlantique en 74. La Formula Atlantique, c'est en gros la F3 de l'IndyCar. Le truc, c'est que Gilles n'a pas les moyens de participer convenablement à cette première saison dans ce championnat. Il engage lui-même sa propre voiture. Et du coup, il ronge son frein. Mais les premiers succès arrivent en 75, il décroche une victoire et termine 5e du championnat. C'est une belle progression et la révélation se passe en 76. Gilles participe au championnat canadien et au championnat nord-américain, ce qui lui fait 12 courses et sur ces 12 courses, il en gagne 8 et décroche les titres dans les 2 championnats. Ses performances attirent les regards, mais en plus de ça, Gilles va se révéler ailleurs. Il dispute son tout premier Grand Prix en Europe. Il s'agit du Grand Prix de Pau. Au volant d'une Formule 2 March Hart aux couleurs du Grand Prix de Trois-Rivières, Gilles va impressionner, sachant que les moteurs Hart étaient moins performants que les moteurs BMW. Malgré ce déficit, il se classe 10e en qualification et remonte même 6e avant d'abandonner sur surchauffe moteur. Dans cette course, il croise des noms comme René Arnoux, vainqueur, mais aussi Jacques Lafitte, Jean-Pierre Jabouille, Jean-Pierre Jarier, Patrick Tambay, Michel Leclerc, José Dolem, Jean-Pierre Josso, Klaus Ludwig, Eddie Cheever, bref, c'est un sacré plateau. Gilles se fait alors remarquer et noue déjà quelques liens, notamment avec Patrick Tambay ou encore René Arnoux. Son deuxième coup d'éclat arrive au Grand Prix de Trois-Rivières. Il se trouve que dans cette course, un certain James Hunt y sont inscrits. Voilà une belle référence car le Britannique devient champion du monde de Formule 1 en fin d'année. Après, il n'y a pas que lui, parce qu'on retrouve notamment Alan Jones, Vittorio Brambilla, José Dolem ou encore Patrick Tambay. Donc c'est pas mal. Il se trouve que Gilles et James évoluent dans la même équipe, l'écurie Canada de Chris Harrison, et ils sont donc au volant de March 76B à moteur Ford. Le truc, c'est que la voiture de Hunt est toute neuve, quand celle de Gilles est rafistolée après un accident à Mont-Tremblant. Inutile de vous dire qu'un châssis ressoudé est moins performant qu'un châssis neuf. En théorie, généralement, c'est moins performant, quoi. Et pourtant, Gilles Villeneuve signe la pole position et mène toute la course pour s'imposer devant Alan Jones et James Hunt, 2 futurs champions du monde. Cette course était un tournant dans la carrière de Gilles. James Hunt est impressionné et lors de son retour en Europe, il parle de ce jeune Québécois à son employeur Teddy Meyer. Teddy Meyer qui est le boss de chez McLaren, il va d'ailleurs lui préparer un contrat. Gilles poursuit en attendant en Formula Atlantique où il décroche un nouveau titre, mais durant sa saison, il reçoit une invitation de Teddy Meyer. Gilles Villeneuve va donc faire ses débuts en Formule 1 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne 1977 à Silverstone, qui est également les débuts de Renault en Formule 1.
pour situer. Il est assigné à la McLaren numéro 40 qui est une M23. La M23 est assez vieillissante, mais ce n'est pas trop mal. Après, Gilles n'arrive pas à la fleur au fusil, parce qu'une semaine avant, il avait fait des tests sur cette McLaren et sur le circuit de Silverstone, ce qui fait qu'il est rapidement dans le rythme. Il prend la 9e position en qualification et prend un bon départ. Il navigue 7e quand, au 10e tour, il constate que sa jauge d'huile est à 0. Gilles regarde les stands, mais son mécanicien, Alastair Caldwell, lui dit que ce n'est rien, c'est juste un problème de la jauge. Gilles repart, mais il a perdu beaucoup de temps. Il termine 11e, mais il aurait certainement marqué des points sans cet incident. Cela dit, Gilles a confirmé la bonne impression qu'il a donnée quelques mois plus tôt à Trois-Rivières. Et les dires de Jameson se sont avérés justes. Une suite intéressante s'annonce pour le pilote québécois. D'ailleurs, à ce moment-là, Gilles a 27 ans et il trouve que c'est un petit peu trop vieux pour démarrer en Formule 1. Du coup, il va un petit peu tricher. Il va dire qu'il est né en 1952 et pas en 1950. Pour lui, avoir 25 ans pour débuter, c'est mieux. Cela dit, McLaren ne donne pas suite à Gilles Villeneuve prétextant que le Québécois est trop cher. TD Meilleur préférera recruter Patrick Tambay. D'ailleurs, Gilles est devenu très ami avec Patrick. Tambay est même le parrain de Jacques, le fils de Gilles, né en 71. Gilles et Patrick se côtoient d'ailleurs en Can-Am en 77. Mais malgré le refus de McLaren, la suite de Gilles Villeneuve en Formule 1 se dessine. Des rumeurs l'envoient dans l'équipe canadienne Wolf de Walter Wolf, chez qui Gilles évolue en Can-Am. Le monde est petit. Mais en réalité, la suite de sa carrière en F1 va se passer en Italie. Fin août, il est convié à un test à Fiorano. Le Commendatore a été agréablement surpris par les performances du Québécois à Silverstone. Gilles Villeneuve va être confronté directement à Eddie Cheever. D'ailleurs, Cheever va se montrer un petit peu plus constant que le Québécois, mais Enzo va trouver quelque chose de spécial à Gilles. Il lui fait penser à Tadzio Nuvolari, le pilote d'Enzo Ferrari durant l'entre-deux-guerres. Un style bouillant tout à l'attaque et un caractère similaire. Nostalgique, Enzo choisit Gilles Villeneuve. Il signe son contrat avec Ferrari fin septembre. Niki Lauda remporte le titre 77 à Watkins Glen, antépénultième manche de la saison, et Ferrari engage une 3e 312 T2 pour faire débuter Gilles au Canada. Peu à l'aise avec sa voiture, il se qualifie 16e et termine son premier Grand Prix en rouge par un tête-à-queue en fin de course. Pour le Grand Prix suivant au Japon, dernière manche de la saison 77, Lauda claque la porte à Ferrari. Oui, depuis son accident en 76, les relations se sont un petit peu ternies entre les deux parties, voire même un petit peu plus qu'un petit peu. Gilles récupère donc la numéro 11 de l'Autrichien, mais cette course au Mont Fuji sera très particulière. La voiture est de nouveau inconduisible et Gilles ne fait pas mieux que le 20e chrono en qualification. En début de course, Gilles est à la lutte avec Ronnie Peterson et dans l'entame du 6e tour, les deux pilotes ne se comprennent pas et s'accrochent. Gilles s'envole et fauche bien malgré lui 2 personnes, un photographe et un commissaire. Ces 2 malheureux y perdent la vie tandis que 7 autres personnes sont blessées et conduites à l'hôpital. Drôle de façon de terminer la saison 117. La saison 78 sont véritablement les débuts de Gilles Villeneuve qui doit confirmer les espoirs placés en lui. Mais ça va être un petit peu difficile. Carlos Reutemann le domine et Gilles peine à trouver ses marques. Pourtant, le Québécois attaque et tente de trouver des solutions. Mais ça ne marche pas. Beaucoup d'abandons en début de saison tandis que Reutemann gagne des courses. Gilles est rapide en qualification, mais il est souvent impliqué dans des accidents. Sa fougue doit être canalisée. La presse italienne s'impatiente et réclame carrément le remplacement de Gilles Villeneuve. Mais petit à petit, Gilles prend la mesure de sa Ferrari ainsi que de la Formule 1 et il commence à terminer quelques grands prix et à scorer quelques points. 4e au Grand Prix de Belgique à Zolder, dans le top 10 en Espagne, en Suède ou en Allemagne et 3e en Autriche. Son premier podium en Formule 1. C'est une bonne chose, mais ce qui sauve le baquet de Villeneuve chez Ferrari, c'est le départ de Reutemann chez Lotus. Le Commendatore voulait à la base aligner Scheckter et Reutemann pour 79, mais du coup, vu que Reutemann se casse chez Lotus, il conserve Villeneuve. Enzo adore Gilles, mais il faut dire que son début de carrière a été un petit peu poussif et il a semé le doute. Mais au Grand Prix du Canada 1978, Villeneuve va confirmer. Le Grand Prix du Canada se déplace à Montréal sur le circuit de l'île Notre-Dame. Le public y est présent en masse pour soutenir Gilles Villeneuve. Gagnant peu à peu en confiance, Gilles va prendre le 3e temps des qualifications. Mais il est déçu, il espérait la pole position. La météo est incertaine pour ce Grand Prix et Gilles prend un départ moyen. Il perd une position qu'il regagne rapidement, mais celui qui domine le Grand Prix, c'est Jean-Pierre Jarier. Gaudasse de plomb a une bonne avance, mais comme le chemin de la victoire ne s'est jamais ouvert à lui, il abandonne sur fuite d'huile au 49e des 70 tours. Gilles Villeneuve se retrouve ainsi en tête de son Grand Prix national. Et cette fois-ci, il ne craque pas. Il va au bout du Grand Prix et décroche sa première victoire en F1. Épuisé mais bien évidemment ravi de ce résultat, Gilles est acclamé par son public.
Sur le podium, il reçoit les félicitations du Premier ministre Pierre Elliott Trudeau, ainsi que le maire de Montréal, Jean Drapeau. Gilles est monté en puissance progressivement durant la saison 118 et on espère qu'il va conserver cette dynamique pour la saison suivante. Lors du Grand Prix d'Italie 1979, antépénultième manche de la saison, Gilles Villeneuve est prié de rester derrière son équipier Jody Scheckter. Le Sud-Africain remporte le Grand Prix d'Italie, mais surtout le titre mondial. Gilles Villeneuve termine cependant deuxième. C'est un excellent résultat et il faut dire que l'expérience et le calme de Jody Scheckter a porté ses fruits, il s'est montré plus efficace. Pourtant, celui qui a marqué les esprits dans cette saison, c'est Gilles. Il est même élu pilote le plus rapide de l'année en fin de saison, se révélant véritablement aux yeux du monde par son attaque et son tempérament. Gilles a remporté le Grand Prix d'Afrique du Sud à Kyalami et le Grand Prix des États-Unis Ouest à Long Beach en début de saison. Son style agressif contribue à sa légende, mais c'est à double tranchant. À l'époque, la fiabilité était beaucoup moins présente et les pilotes devaient vraiment ménager leur mécanique. Mais Gilles ne savait pas piloter en dessous des 100%. Ça passe ou ça casse. Et c'est d'ailleurs ce style de pilotage qui lui vaut beaucoup d'admiration. À l'aise avec la glisse, Gilles fait partie des pilotes les plus impressionnants de l'histoire de la F1. C'est comme ça qu'il a gagné Kyalami et Long Beach. Autre moment marquant de sa saison, c'est à Dijon. Pour le Grand Prix de France, Gilles prend la tête et s'échappe. Comme à son habitude, il attaque, mais ça veut aussi dire qu'il tape beaucoup dans ses pneus. À tel point que le Québécois n'a plus de gomme avant la fin du Grand Prix et il se fait doubler par la Renault de Jean-Pierre Jabouille. Il perd donc les commandes de l'épreuve et Gilles se fait même ramarrer par René Arnoux. Nous avons donc deux chiens fous côte à côte. René Arnoux a l'avantage d'avoir une Renault un petit peu mieux entretenue durant le Grand Prix, un petit peu plus en forme avec un petit peu plus de gomme et de potentiel, mais croire que Gilles va se laisser faire, c'est bien mal le connaître. Une bataille légendaire a donc lieu sur les derniers tours de course. Les deux hommes sont à la limite et se touchent plusieurs fois. Gilles parvient malgré tout à garder sa deuxième position. Cette bataille éclipse la première victoire de Jean-Pierre Jabouille, mais aussi de Renault et d'un moteur turbo. Une fois descendus de leur voiture, les gens pensent que Gilles et René vont se foutre sur la gueule. Mais non, ils éclatent de rire. René et Gilles sont très proches et c'est d'ailleurs pour ça que cette bataille a pu avoir lieu. Les deux hommes se connaissent très bien et se respectent beaucoup. Cette estime de l'un envers l'autre a permis de ne pas franchir la ligne, de donner une bataille impressionnante. C'est peut-être la différence qu'il y a avec aujourd'hui. Et à la rediffusion après la course de ce moment d'histoire, Mauro Forghieri explose de colère devant les deux protagonistes, parce que c'était seulement pour la deuxième position. Mais parfois, le style Villeneuve ne marche pas. À Zolder, le Québécois effectue une superbe remontée, mais ces dernières s'achèvent par une panne d'essence tandis que Scheckter remporte la course. Jody souligne d'ailleurs cette différence d'approche et pense que la sienne pourra lui permettre de remporter le titre. Et Gilles lui répond, il le sait. Ce qui intéresse Gilles, ce n'est pas de se contenter de la deuxième ou troisième position à l'arrivée pour remporter le titre final. Ce qui intéresse Gilles, c'est d'être le plus rapide chaque tour et de prendre un maximum de victoires. Au moins c'est clair. À Zandvoort, Gilles nous gratifie d'un autre moment légendaire. Bon, déjà il réalise un somptueux dépassement par l'extérieur sur Alan Jones à Tarzan. Mais plus tard, trop gourmand sur ses pneus, sa gomme arrière gauche explose à pleine vitesse. Mais Gilles regagne les stands le plus vite possible, détruisant tout son support de roue. Une fois au stand, il hurle à ses mécanos de réparer, mais c'est impossible. Gilles renonce. Il est d'ailleurs beaucoup critiqué pour son agressivité. Les Lauda, les Fittipaldi et tous ces pilotes d'expérience ne manquent pas de souligner l'inconscience de ce pilote. Selon ces derniers, ce pilote est trop dangereux et certaines de ses manœuvres sont inutiles. Mais Gilles le répète, pour lui, seul le panache compte. Lors de la dernière manche de la saison à Watkins Glen, Gilles décroche une 4e victoire en carrière et termine donc la saison 4 points derrière son équipier. 4 points, ce n'est rien du tout. Je pense que si Gilles avait voulu ce titre, il aurait certainement eu, parce que 4 points à l'arrivée, c'est vraiment rien. Donc s'il avait un petit peu plus économisé sa mécanique, qui s'était contenté de la 2e ou 3e place, voire même d'une 4e place à l'arrivée, certaines fois, ça aurait pu payer. Ouais, comme on dit, et j'aime pas les phrases toutes faites, mais qui peut le plus, peut le moins. Mais bon, il s'en foutait. C'est Gilles. Gilles Villeneuve a cependant apporté quelque chose en Formule 1, le motorhome. Et oui, Gilles se déplace de Grand Prix en Grand Prix avec son camping-car en compagnie de sa femme Joanne et de ses enfants Jacques et Mélanie. C'était le premier à le faire et aujourd'hui, tout le monde le fait. Gilles, c'est aussi quelqu'un de droit, de fidèle avec ses amis. Et d'après les témoignages, un sacré déconneur mêlé à une tête brûlée. Que ce soit avec René Arnoux ou Didier Pironi par exemple. C'était une autre époque où la proximité entre les pilotes était réelle. Pour 1980, Gilles Villeneuve est attendu au tournant.
Révélation de 79, Stéphane espère bien un titre en 80. À l'âge de 30 ans, Gilles commence à avoir de l'expérience. Malheureusement, la Ferrari de 1980 est une vraie bouse. Il ne marque que 6 points et Johnny Scheckter 2. Les deux pilotes Ferrari sont 14e et 20e du championnat. C'est très loin. Jody quittera même la F1 en fin d'année. Durant ces années, la F1 se métamorphose. Politiquement déjà avec le conflit FISA-FOCA, mais aussi techniquement. En 117 et 118, Lotus introduit les wing cars et dans le même temps, Renault a introduit le moteur turbo. Comme à son habitude, Ferrari attend de toucher le fond pour changer sa philosophie. En 1981, les rouges sortent la 126 CK qui sera un petit peu mieux que la 312 T5 de 80. L'effet de sol est un petit peu meilleur, mais surtout, Ferrari accueille dans sa voiture un moteur turbo. Ce sera d'ailleurs la véritable force de cette voiture, le moteur surpuissant. Parce que le châssis, il est feignant. Gilles est rejoint par son ami Didier Pironi. Le pilotage agressif de Gilles lui donne un avantage certain avec la 126 CK très poussive, mais Didier est malgré tout capable de coups d'éclat. Mais il faut bien dire que le numéro 1 de chez Ferrari en 81, c'est clairement Gilles. On en a parlé il y a pas longtemps, mais le Grand Prix de Monaco est une masterclass de Gilles Villeneuve. Monaco demande une voiture agile au moteur souple. La Ferrari est elle feignante au moteur surpuissant, donc tout l'inverse. Et pourtant, Gilles fait parler son adresse et dompte sa Ferrari. Il profite des problèmes de Jones pour remonter et prendre la tête en fin de course pour remporter le Grand Prix de Monaco. Gilles est victorieux en principauté. Sa cote d'amour, déjà très forte auprès du public, continue de s'accroître. Il s'agit également de la première victoire de Villeneuve en Europe. Pour le Grand Prix suivant à Jarama, Gilles confirme qu'il ne pourra pas réitérer cet exploit. Jarama étant un circuit sinueux. Et après les essais et un 7ème chrono en qualification, Gilles se plaint de nouveau de la tenue de route exécrable. Et pourtant, Gilles va faire un départ canon et va vite prendre la tête du Grand Prix. Il souffre en virage, mais profite de la ligne droite pour reprendre un petit peu d'avance. En fin d'épreuve, il résiste à un Jacques Laffite qui donne absolument tout avec sa Ligier pour le doubler. Derrière, on retrouve Watson avec sa McLaren, Reutemann avec sa Williams et De Angelis avec sa Lotus. 5 voitures différentes aux 5 premières places. Et malgré sa Ferrari, Gilles s'impose une 6ème fois en carrière. C'est exceptionnel. La suite de sa saison est beaucoup plus compliquée, les problèmes s'accumulent et les abandons s'enchaînent. Mais au Canada, sous la pluie, Gilles impressionne de nouveau. Alors que Jacques Laffite fait taire les critiques en remportant sa 6ème et dernière victoire en Formule 1 sous les trompes d'eau, Gilles réalise un nouveau numéro d'équilibriste avec un aileron avant récalcitrant. Il termine 3ème de la course. De plus, il achève sa saison 81 à la 7ème place. Mais Ferrari le sait, ils ont beaucoup travaillé durant la saison et la bonne voiture ce sera pour 82. Sort de Maranello la 126 C2. Très jolie, cette voiture s'avérera être la meilleure carte de la saison 82. Les fans de Gilles espèrent le revoir régulièrement sur la plus haute marche. Et pourquoi pas champion du monde en fin de saison? Bien qu'il ne court pas après ça, sur un malentendu, ça peut marcher. Mais le début de saison est poussif. Casse moteur à Kyalami, accident au Brésil et disqualification à Long Beach. Ferrari a protesté contre l'irrégularité de certaines voitures en arrivant avec un aileron arrière très spécial, que Gilles conduira à la 3ème position du Grand Prix avec au passage une superbe bataille face à Keke Rosberg. Mais bon, disqualifié quoi, c'est dommage. Le conflit FISA-FOCA fait beaucoup de mal à la Formule 1 et les fidèles d'Eccleston, les partisans de la FOCA, en tout cas quasi la totalité des partisans de la FOCA, décident de boycotter le Grand Prix de Saint-Marin, ce qui fait qu'il n'y a que 14 voitures à Imola. Ferrari envisage plusieurs scénarios. Le plus probable, c'est que les Renault s'échappent dans un premier temps, mais qu'elles cassent rapidement. Ce qu'il se passe. Ainsi, les deux Ferrari retrouvent la tête. Avec une voiture plus facile, Didier Pironi est revenu dans la lumière. Dès lors débarrassés de leur principale menace, le plan de Ferrari est d'assurer le spectacle pour le public. Gilles et Didier s'échangent les positions à plusieurs reprises sous les yeux des tifosi. Le truc, c'est que Ferrari sait qu'ils sont limite sur la consommation d'essence et sur les plaquettes de frein. Et en fin d'épreuve, ils passent la consigne slow à leur pilote. Consigne ambiguë qui laisse de la place à l'interprétation. Et ça n'y manque pas. Villeneuve, alors en tête, pense que les positions sont gelées et Pironi, juste derrière, pense qu'il faut assurer la fin de course. Les deux sont dans leur droit. Didier continue d'attaquer Gilles qui est surpris par son équipier. Gilles contre-attaque et reprend les commandes. Mais dans le dernier tour, Didier se jette dans la courbe avant la Tosa et s'empare définitivement de la tête de course. Gilles se sent trahi et à partir de là, quelque chose se casse. Didier remporte le Grand Prix de Saint-Marin et Gilles Villeneuve termine 2ème. Les deux pilotes sont acclamés, mais Gilles a un visage très fermé sur le podium. Il est très en colère. Pour quelqu'un d'entier et droit comme lui, c'est difficile à accepter et sa réaction sera démesurée. Il promet de se venger et cet événement scinde Ferrari. D'un côté, Piccinini qui défend Pironi et de l'autre,
Enzo Ferrari qui défend Villeneuve. 2 semaines plus tard, le monde de la Formule 1 se retrouve à Zolder pour le Grand Prix de Belgique. Et Gilles n'a toujours pas décoléré. Il jure qu'il fera tout ce qu'il peut pour terminer devant son ex-ami. Il ne manque pas de rappeler qu'en 79, il avait obéi aux consignes d'équipe face à Scheckter. De manière générale, les déclarations de Villeneuve dans la presse sont très amères. Ce qui est sûr, c'est que ça ne passerait plus aujourd'hui. De son côté, Didier Pironi est surpris par la réaction de son ami. Nous sommes le samedi 8 mai 1982 et il reste 15 minutes de séance de qualification. Villeneuve est nerveux car son équipier est devant lui au chrono. Gilles chausse un nouveau train de pneus et sort en piste. Et il attaque, plus pour battre son équipier Pironi que pour prendre la pole position. 1 tour, 2 tours, pas d'amélioration. Mauro Forghieri lui brandit alors un panneau qui lui demande de regagner les stands. Son tour n'a rien d'un tour de décélération. Toujours prisonnier de sa colère, Gilles reste à fond et remonte sur la marche de Jochen Mass au ralenti. Les deux hommes approchent de la courbe de Terlamen. L'Allemand voit une voiture rouge remonter à vive allure et s'écarte donc de la trajectoire. Mais Gilles a entamé la même manœuvre. L'incompréhension est terrible. Gilles décolle sur la marche et sa Ferrari effectue une série de tonneaux qui arrachent l'avant de sa voiture. Le harnais lâche et Villeneuve est projeté dans les airs. Il s'écrase dans les grillages. Gilles Villeneuve vient de partir. Quelques-uns de ses collègues et les secouristes tentent de lui venir en aide, mais c'est trop tard, bien que son décès soit officialisé depuis l'hôpital Saint-Raphaël de Louvain dans la soirée. Le décès de Gilles Villeneuve est un véritable choc. Un traumatisme encore présent aujourd'hui, la perte d'un pilote si brillant et autant appréciable laisse un énorme vide. Gilles était encore sous la colère, une colère si importante qu'il a poussé à un agissement irrationnel. Cette saison 1982 est très bizarre. Didier Pironi sera impliqué dans l'accident mortel de Riccardo Paletti au Canada lorsqu'il calera au départ. Et plus tard dans la saison, à Hockenheim, Didier qui se dirige vers le titre est lui-même victime d'un accident terrible. Lui aussi victime d'une incompréhension, cette fois-ci avec la Renault d'Alain Prost. Didier s'envolera et l'avant de sa voiture sera disloqué. Mais Ferrari a renforcé son harnais après l'accident de Gilles et c'est ce qui a sauvé la vie de Pironi. Cela dit, cet accident mettra un terme à sa carrière. Dans ce même week-end, un autre pilote s'illustre, Patrick Tambay. Grand ami de Gilles et parrain de son fils Jacques, le Commendatore a choisi Patrick Tambay pour remplacer son pilote disparu et au volant de la Ferrari numéro 27, Patrick décroche sa première victoire. Et quelques mois plus tard, à Imola, un an après l'histoire Villeneuve-Pironi, Tambay réalise une course magnifique et s'impose en héros devant les tifosi, toujours avec la Ferrari numéro 27. Patrick déclara avoir ressenti la présence de Gilles durant cette course. Est-ce que la mort de Patterson vous a fait penser un peu au risque que vous couriez, vous? Est-ce que vous pensez à la mort? Non, je pense absolument pas à ça. Je suis conscient du risque, je suis conscient que c'est dangereux. Seulement plus dangereux que de jouer au golf ou que d'être au tennis. Mais je pense pas au danger que je cours. Quand je suis dans la voiture, je me sens en parfait contrôle de la voiture. Et si parfois il y a un accident, eh bien, je sais que je peux me faire mal, mais pas plus que ça. Gilles Villeneuve, c'était un pilote très spécial. Et bien que son fils Jacques ait gagné l'Indy 500 ainsi que le championnat du monde de Formule 1 en 97 et qu'il fut lui aussi très populaire, beaucoup considèrent Gilles comme le vrai représentant du Québec en Formule 1. Gilles suscite beaucoup d'admiration et compte encore aujourd'hui beaucoup de fans. Un pilote diablement rapide au caractère affirmé, mais finalement très complexe. Salut Gilles. J'espère que ce remake, que ce reboot, que ce remaster vous a plu. J'espère surtout avoir réussi à faire mieux que la première vidéo. Je pense, en tout cas, elle est beaucoup plus détaillée que la première. Donc voilà, en tout cas, vous me dites en commentaire si jamais ça vous a plu, vous savez quoi faire sur la plateforme. Il y a également en description pas mal de liens qui vous conduisent sur différents autres réseaux sociaux ainsi que la chaîne secondaire La Piste. Donc allez-y si jamais vous êtes curieux, mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Gilles Villeneuve. À la prochaine. Ça fait beaucoup de Gilles parce que le Grand Prix de Monaco 81 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est justement cette vidéo-là qui m'a donné envie de me replonger dans la carrière de Villeneuve, de Gilles Villeneuve et de vous reproposer un format plus détaillé, plus précis, j'espère également mieux monté dans sa forme et mieux présenté. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Enfin, j'espère que vous n'allez pas vous plaindre d'avoir une vidéo en plus, quoi. Ça me ferait un peu chier, mais après je peux comprendre à la limite que le timing peut être meilleur, mais bon, hein, je fais en fonction de mes envies aussi, quoi. Donc bon, j'espère que ça vous a plu. Et paix en commentaire.
P. Pas P-E-T, hein, même si c'est marrant, mais P-A-I-X, si vous voulez. Pas comme dans la première vidéo où même certains sont venus, certains gros sont venus me bâcher. Voilà. Donc j'espère que là, ce sera beaucoup plus calme. Hein. Je viens en ami. Les bisous.